Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Et au passage, je vous raconte mon cheminement d'apprentie autrice, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Pour ce 31e épisode de La Page Sensible, j'ai le grand plaisir de vous proposer une interview à 3 voix avec ma complice Éléonore du podcast La Croqueuse de Livres et l'écrivain Sylvain Prudhomme. Dans cet entretien réalisé en partenariat avec le Printemps du Livre de Grenoble, nous geekons sur des sujets d'écriture, comme par exemple la quête de sincérité dans la fiction ou la ponctuation des dialogues. Nous y parlons également du dernier roman de Sylvain, L'enfant dans le taxi, qui est paru aux éditions de Minuit l'année dernière et qui fait partie de la sélection du Printemps du Livre de Grenoble et que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, si vous êtes près de Grenoble entre les 3 et 7 avril 2024, vous pourrez rencontrer Sylvain en direct live, ainsi qu'une bonne trentaine de formidables autrices et auteurs invités à l'occasion de ce festival littéraire. Toutes les infos sont dans la description de podcast, il ne me reste donc plus qu'à m'excuser par avance pour la mauvaise qualité de mon micro pendant l'interview, vous verrez. Heureusement, je fais que poser les questions, donc c'est pas moi qui parle le plus. Et je vous souhaite une bonne écoute en compagnie d'Éléonore et de Sylvain Prudhomme. Donc, bienvenue Sylvain, merci d'être là. Merci à vous. On est trop contente avec Éléonore. Donc, du coup, moi, c'est Marion de La Page Sensible. Et on a avec nous Sylvain Prudhomme qui est invité et la complice Éléonore. La croqueuse de livres, donc. Voilà, je disais pas moi pour qu'on puisse entendre ta voix. Tout à fait. Je suis bien là. On est 3 autour du micro aujourd'hui. Donc on parle avec Sylvain Prudhomme qui nous a fait le plaisir de venir parler avec nous de son dernier roman, L'enfant dans le taxi, qui est paru l'année dernière, à la dernière rentrée littéraire d'automne en 2023. Donc après une enfance dans différents pays d'Afrique, si j'ai bien suivi, donc Sylvain, tu vis maintenant à Arles. Après un premier recueil de contes du Bénin en 2003, je crois bien que ton premier roman est sorti en 2007 au Serpent à plumes, Les matinées d'Hercule. Et puis, depuis une vingtaine d'années, c'est au total 2 reportages, 2 traductions et une dizaine de romans. Voilà, pas mal de prix, bravo pour ça. En 2019, notamment le prix Femina pour le roman Par les routes. Et donc aujourd'hui, on va plus précisément parler d'un roman que tu vas présenter au Printemps du Livre de Grenoble, là, la première semaine d'avril, qui est L'enfant dans le taxi. Mais avant de parler de ce livre, j'avais envie de poser des questions aussi sur l'écriture parce que avec Éléonore, on a un peu cette double casquette qu'on adore parler lecture, mais on aime bien geeker sur l'écriture aussi. Et oui, c'est quelque chose qu'on partage et on s'est aussi rencontrés autour de ça avec Éléonore. Et du coup, ma première question est assez globale, mais on sait un petit peu que écrire, c'est dur, c'est du travail, c'est parfois ingrat. Et donc moi, j'aurais juste envie de te demander pourquoi avoir mis l'écriture autant au centre de ta vie et qu'est-ce que ça t'apporte en fait de façon très large? Merci oui, de cette question et merci de m'accueillir là. Je suis très content. Cette écriture, ça s'est fait petit à petit en fait. Le fait de la mettre absolument au centre. Au début, c'est quelque chose que je faisais à côté de mes études. Pendant longtemps, je faisais des petits boulots pour vivre. L'écriture me faisait pas vivre et petit à petit, c'est vrai que c'est devenu central, c'est devenu mon activité principale et celle aussi qui me fait vivre. Mais ça s'est fait petit à petit. Et ce que ça m'apporte, alors il y a plein de choses. Bon voilà, comme tu disais, c'est quelque chose qui est assez solitaire, qui demande de l'obstination, oui, du temps long, de l'endurance. Donc, il est évident qu'il y a un immense plaisir à le faire, presque un besoin de le faire. Sinon, on pourrait pas s'imposer ça. Enfin, C'est ça, ouais. mais donc dans ce plaisir, je pense qu'il est fait aussi de moments de solitude, de moments où on se ramasse en fait, où on reprend la vie. C'est-à-dire que il y a la vie et à côté il y a les moments où on écrit. C'est pas du tout des moments où on s'évade de la vie. Pour moi, c'est des moments où on retourne dans la vie, on la reprend, on la revit, on y retourne en fait, dans des moments qui sont des moments clés, des moments justement qu'on choisit pour leur intensité vécue. Ça veut pas forcément dire qu'on écrit des choses autobiographiques, hein, mais
Mais de toute façon, même quand on construit des fictions, on les construit à partir de situations. On place les personnages dans des situations de fiction qui font écho aux questions qu'on se pose, aux choses qu'on est en train de traverser. Là, par exemple, dans L'Enfant dans le taxi, il y a le personnage, le Simon, il vit une séparation. Moi, peu de temps avant, j'avais vécu une séparation. Donc, il y a quelque chose de retourner quand même oui, dans des moments clés de notre vie ou dans des choses qui nous émeuvent, qui nous font rire et d'approfondir ce qu'on a vécu, en fait, Quelque part de le digérer, peut-être. Ouais, et pour moi, c'est pas forcément quelque chose c'est pas forcément quelque chose pour aller mieux ou de cathartique ou je sais pas. C'est vraiment un plaisir en fait, c'est de mieux comprendre. Pour moi, c'est mieux comprendre en fait ce qu'on a vécu, c'est intensifier, comme augmenter l'expérience qu'on a faite de la vie. Parce que tout d'un coup, on peut étirer le temps, on peut arrêter le temps, on peut retourner pendant 10 jours dans la même scène et la retraverser en fait. Même si on la déplace, si tout d'un coup ça devient une scène de fiction, les choses, elles sont jamais telles quelles, mais en les recréant, on retraverse du vécu toujours. Moi, voilà, pour moi, c'est du côté de l'intensification de l'expérience de la vie. Et c'est pas, je suis quelqu'un de joyeux, je suis quelqu'un d'assez heureux. C'est pas du tout un truc douloureux ou quelque chose dont il faudrait se libérer. J'ai l'impression d'être encore plus vivant en fait quand j'écris. Voilà. Ah oui, ouais, ça me parle. Je sais pas si ça te parle aussi, Léonore. Ouais, carrément. Ça résonne, ouais. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je reviendrai plus tard aussi sur la notion de qu'est-ce qui relève de l'autobiographie ou pas, je pense, quand on parlera du livre. Et c'est vrai que j'ai pas précisé en intro, mais c'est plutôt une écriture du réel, globalement. Voilà, c'est vrai que Oui. je l'ai pas redit en intro, mais on n'est pas sur du high fantasy. Et du coup, je me demandais, tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui demande de l'obstination, il faut avoir une raison aussi d'y aller. Donc, on a très bien, tu as parlé de tes motivations, et je me demandais du coup quelles seraient peut-être les barrières, les obstacles que tu dois surmonter quand tu te mets dans l'écriture, quels sont peut-être les principaux points de friction. Pour moi, il y en a plein. C'est toutes les choses de la vie matérielle. En fait, il y a plein de choses à gérer. Tous, on a des milliards de contraintes de la vie de tous les jours. On est rattrapé tout le temps par plein de messages, par plein de choses assez urgentes, en fait, à gérer. Moi, je sais pas, j'ai des enfants, il faut gagner sa vie, il faut répondre à plein de messages, parfois professionnels, parfois pas professionnels. Mais dans tous les cas, on est dans un monde où, on est enseveli un peu par plein de canaux, les téléphones, les mails, moi je suis pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai au moins WhatsApp. Enfin, et WhatsApp, j'ai tout le temps plein de messages qui arrivent. Et il faut se protéger de ça. Pour moi, c'est ça la chose le plus grand enjeu, c'est de réussir à créer une bulle, enfin, de disponibilité vraie à l'écriture, en fait. Voilà. Donc j'adore les trains pour ça. Ça protège un peu tous les endroits. La chose la plus précieuse, je pense, dans notre monde, c'est les moments où les lieux où on est déconnecté, où et ça, on a tous à gérer ça, de toute façon, dans notre vie de tous les jours. Comment vivre avec ça sans être enseveli? On sait qu'on pourrait passer la journée entière à répondre. Donc, je pense que c'est ça la principale friction, c'est ça. Il faut se défendre du monde un peu. Pour moi, c'est vraiment, l'écriture, c'est un moment où on suspend un peu le flux de la vie courante, en fait, et toutes les contraintes qu'on a, les choses urgentes. Mais en fait, il y a toujours des choses urgentes qui pourraient nous prendre et il faut les repousser en disant non, mais ça attendra jusqu'à ce soir. Et c'est pas pour s'abstraire du monde et ne plus y penser, c'est pour y penser mieux, en fait. Je suis pas du tout pour une littérature qui oublie le monde. Je trouve que tout le boulot de la littérature, c'est de parler du monde, de parler de la vie, de parler de ce qui se passe dans le monde. Mais pour le faire, il faut la mettre entre parenthèses un tout petit peu. Voilà. Et du coup, si on prenait, donc tu as parlé tout à l'heure de train, si on prenait par exemple l'exemple de l'enfant dans le taxi, tu dirais que la majeure partie de ce manuscrit, il est apparu où? Dans un bureau, dans un train, à la bibliothèque, en résidence? Alors, beaucoup, je pense, dans les trains, à mon bureau, enfin, oui, en fait, c'est comme s'il fallait gagner le texte, l'écrire un peu contre tout le reste, contre tout ce qui nous empêche un peu de l'écrire. En fait, moi, une fois que l'écriture du livre est lancée, je prends vraiment chaque moment qui s'offre, je prends tout, et j'essaie chaque fois d'avancer. Il y a quelque chose de l'ordre du contact à garder à tout prix
avec le texte qu'on est en train d'écrire. C'est comme si c'était un flux qui est en marche et il faut sans cesse garder le contact. Il faut pas le perdre. Et presque tout le reste ne devient plus que des interruptions un peu intermittentes, mais il faut garder une sorte de tension sous-jacente Tu restes dedans. pendant des mois. Et Ok. donc, voilà. Et après, il y a des moments où je suis pas dans l'écriture d'un livre, je suis entre deux livres, et là, on prépare le livre suivant. Là, on a beaucoup moins besoin d'être dans cette tension permanente. Mais sinon, voilà, dès que je peux, je reprends mon fichier et j'avance. Et voilà. Et du coup, ton process, du coup, c'est que tu as toujours une phase de préparation. Est-ce que ça change beaucoup d'un manuscrit à l'autre, le process? Parce que c'est vrai que ça peut être très différent, j'imagine, d'un livre à l'autre. Ouais, complètement, c'est absolument vrai ce que tu dis. Ça varie beaucoup. Moi, il y a toujours un temps de préparation. C'est presque un an. Hein. Pendant un an, je pense au livre et là, j'ai des carnets. Je Mm. travaille pas encore à l'ordi à ce moment-là. J'ai plein de carnets dans lesquels j'accumule des notes, des choses. Je lis des livres qui ont un peu à voir avec le sujet ou pas, mais en fait, tout vient sans cesse nourrir le chantier que j'ai et qui est encore l'écriture, elle est encore à venir. Je prépare rassemble des choses comme un grand sac d'idées qui sont là et je me dis souvent que c'est comme un barrage un peu dont on retient l'eau, il y a un lac de retenue quoi, on laisse Mm. on remplit et après pour après ouvrir les vannes et que ça parte et à ce moment-là l'idée c'est presque de plus retourner dans les carnets, de plus être que dans le surgissement du texte et l'écoute du texte qui est en train de venir. Mais tout ça, d'abord, il faut créer de la réserve d'abord en amont, quoi. Et il y a des fois des livres, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, il y a des livres où j'arrive assez bien à voir à l'avance, j'ai une idée plus précise du livre, de ce qui sera, et d'autres où je commence, c'est encore très, très flou. Mais je sens que ça y est, il faut y aller avec tout l'inconnu qui reste. En t'écoutant, je me disais, ça a l'air d'être, du coup, pour toi, plutôt assez solitaire. Donc, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose. Est-ce que quand tu es dans cette phase de préparation, t'en parles avec des gens? Est-ce que tu as besoin de verbaliser ou c'est quelque chose de très qui reste entre toi et toi? J'essaie de pas trop verbaliser. Je le fais parfois avec des amis, quelques copains très proches, les personnes les plus proches en fait, où je peux pas m'empêcher parfois de tester un peu, de voir ce qu'ils pensent de l'idée. Mais en fait, l'idée du livre, le pitch, ça peut produire en fait un livre, parfois un pitch qui a l'air hyper acrobatique et compliqué et impossible. Et ben il peut faire un très très beau livre et l'inverse est vrai aussi, ça a l'air super efficace et en fait ça fait un livre nul parce que en fait tout est dans un livre tout voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus, tout va tenir par l'écriture, par la façon dont c'est mis en œuvre et donc en fait il y a un moment où moi ça j'en suis vraiment certain, c'est que en fait quand on parle des choses, quand on parle du livre à venir, on n'est que dans la promesse de quelque chose. Et, Mhm. et, et, et donc, on a envie que la promesse, elle soit séduisante, mais c'est pas ça. Le livre, il y a que le livre qui pourra raconter ce qu'est le livre. En fait, il y a que la mise en œuvre qui donne une idée juste de ce qu'on voulait faire. Donc, assez souvent, moi, je préfère attendre. J'attends, et je me dis, bah, je dis, j'avance. Je dis si j'avance ou si j'avance pas. Je raconte ça à mes copains que je suis en train j'avance pas trop mal ou qu'au contraire, je rame un peu. Mais je me dis, la seule chose qu'il faudra tester, c'est le livre lui-même une fois qu'il sera fini. Là, je verrai s'ils aiment ou pas. Et puis, c'est même un peu dangereux parfois d'en parler trop. Il y a un risque à épuiser le désir qu'on a du livre. En fait, c'est quelque chose qu'il faut garder, quoi. C'est du désir. C'est des choses qu'on réserve. Il faut garder le plus vif du désir de le partager. Il faut le garder pour l'écriture. C'est comme les projets, en fait, les projets qu'on a un peu, les rêves qu'on a, si on en parle tout le temps, on les fait jamais, en fait, on les met jamais en œuvre. Ça devient plus que des sujets de conversation. Je crois vraiment beaucoup au secret, quoi, en fait. C'est comme un barrage. Voilà, il y a un truc secret. C'est de l'ordre de garder pour soi. Et le moment où on va partager, c'est quand on va l'écrire, en fait. Ah oui. Puis c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage entre ce qu'on s'est dit que ça serait et quand on l'écrit, on se dit, ah, mais en fait, c'est pas ce que je croyais. Oui, ça, c'est vrai aussi. C'est vrai. Super. Bah, merci beaucoup. Je t'ai demandé un peu tes frictions, mais peut-être aussi, quand même, je pourrais te demander quelles sont tes plus grandes joies liées à l'écriture. Ouais, non, mais je suis d'accord pour parler des joies de l'écriture, au contraire. Moi, enfin, il y a plus de joie que de frustration. En fait, pour moi, c'est vraiment comme une. Déjà, les moments les plus beaux, je trouve, c'est quand le soir, on se couche et qu'on a en fait passé la journée entière à dévier
complètement de ce qu'on avait imaginé au départ, à écrire des pages et des pages de scènes qui n'étaient pas prévues et qui surgissent comme ça. Et je crois que moi, je suis vraiment convaincu qu'il faut toujours aller là où nous appelle le présent de l'écriture. Ce qu'on a envie de raconter au moment où on est en train d'écrire, c'est plus important que ce qu'on avait prévu. Parce que ça veut dire que là, on est dans le courant, on est au plus près du courant du désir je crois que dans l'intuition, il y a beaucoup de vérité toujours. Pour moi, c'est quelque chose d'un peu aveugle, d'un peu tâtonnant, l'écriture, l'inconscient, il joue très très fort pour moi. Si notre intuition, elle a envie de nous emmener là, c'est que c'est là qu'en fait peut-être est le cœur du livre. Ouais. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la nécessité. Après, dans ce qui va faire la force du livre, il n'y a rien de pire qu'un livre qu'on a écrit en se forçant un peu parce qu'on avait l'idée d'une histoire, mais au fond, il y a toujours le risque que cette histoire, elle soit un peu gratuite. Les moments où le courant nous emmène là où on n'avait pas prévu, et ben, a priori, on est certain que là, on est au plus près d'une vraie nécessité. Il y a quelque chose en nous qui veut se dire, qui veut aller voir là qui veut placer les personnages dans une situation qu'on n'avait pas prévue, mais c'est que cette situation, pour nous, c'est un nœud. C'est un nœud de questions. Et donc, il faut absolument aller explorer ça. Et c'est longtemps après qu'on se rend compte de ce qui s'est joué dans l'écriture du livre, en fait. Moi, je crois qu'un bon livre, c'est un livre par lequel on s'est approché de nœuds qui sont des vrais nœuds pour nous de questions. Et on est allé les traverser, on est allé les résoudre provisoirement à travers des personnages. En tout cas, on est allé les interroger. Et ça, c'est beau quand on sent le soir qu'on est en se couchant, on sent qu'on a passé toute la journée dans une zone de turbulence un peu vraie, quoi. On a pris des risques. T'as touché à quelque chose, quoi. Voilà. Ça rend hyper heureux. Et même si on est dans le dur, même si on ne sait pas du tout où ça va nous emmener, même si on a peur un peu d'être en train de faire fausse route, quoi. Mais pour moi, ça, c'est précieux. Tous ces moments un peu d'inconnu, les moments aussi où on voit que on vient de traverser comme des rapides, un peu justement comme et on voit qu'on en ressort et qu'on reprend à peu près le cours du livre en le sentant plus riche de plein de choses qui n'étaient pas prévues. Ça, pour moi, c'est très précieux. Je trouve que ça fait une super bonne transition du coup avec l'enfant dans le taxi. Donc on va parler plus précisément aujourd'hui. Et je crois bien ton 10e roman, si j'ai bien noté. Donc l'enfant dans le taxi, c'est l'histoire de Simon, qui est le père de 2 jeunes enfants en train de se séparer de leur mère, comme on l'évoquait tout à l'heure, et qui apprend à l'enterrement de son grand-père que celui-ci a eu un enfant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec une Allemande, tout près du lac de Constance. Et entre cette séparation et cette découverte d'un secret de famille, en fait, tous ces repères commencent à s'effriter. Et du coup, malgré les réticences familiales, il ne peut pas s'empêcher d'essayer d'en savoir plus sur ce mystérieux oncle, finalement, hein, qui vit près du lac de Constance. Et je disais oui que ça faisait une bonne transition parce que j'ai l'impression que les secrets de famille, ça fait typiquement partie des choses que notre intuition sait, même si nous, on ne le sait pas forcément en vrai. Et je trouvais que c'était un sujet super intéressant parce que quand j'ai dit que j'allais faire ce podcast, à un moment, j'ai mangé avec mon père et ma grand-mère et je leur en ai parlé. Et là, ma grand-mère s'est mise à nous raconter des trucs pendant 1 heure. Et c'est vraiment, c'est un sujet, je pense, qui peut vraiment ouvrir des vannes. Je ne sais pas si toi, tu as eu cette expérience-là, peut-être aussi en rencontre de gens qui viennent te dire des choses. Et du coup, je suis assez curieuse. Évidemment, on voit que le personnage principal s'appelle Simon, ça ressemble beaucoup à Sylvain, sa situation, on va dire, sociale ressemble beaucoup à la tienne. Et du coup, voilà, moi, je suis très curieuse peut-être de l'intuition qui a été à l'origine de ce roman. Il y a forcément une petite graine. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui avec ce roman-là? Quelle a été la petite graine de départ? Est-ce que c'était justement quelque chose qui relevait de l'inconscient ou pas du tout? Non, il y a effectivement un point de départ, toujours comme ça, il y a un déclencheur du désir du livre. Là, tout simplement, c'est la vraie vie, c'est-à-dire que c'est un vrai secret de famille, en fait. Le résumé que tu faisais du livre, il est tout à fait, voilà, il est tout à fait fidèle au livre. Et la découverte pour Simon, le choc, c'est d'apprendre l'existence de cet enfant et de réaliser que l'existence de cet enfant, elle a toujours été cachée par toute sa famille. En fait, il connaît 4 enfants de son grand-père, sa mère et 3 autres enfants. Et là, ce qu'il découvre, c'est qu'il y en a un il a un oncle de plus, en fait, qui a toujours été, dont l'existence a toujours été passée sous silence par sa famille. Il apprend que, enfin voilà, c'est un tabou. Il comprend que c'est un tabou. Il a 40 ans, Simon, et il a jamais rien su de tout ça. Donc, il est stupéfait de ce silence, en fait, de ce non-dit immense dans sa propre famille.
Et moi, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment, à l'enterrement de mon grand-père, appris les silence comme ça d'un enfant. Ah, ça colle beaucoup alors. Voilà, ça part. En fait, là, c'est un livre oui, qui est très inspiré, peut-être le plus que tous mes autres livres, d'un matériau familial. Et donc, le déclencheur, c'est ça. Et je pense que je n'aurais jamais fait un livre sur les secrets de famille en inventant de toutes pièces un secret de famille, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de mon besoin de partir d'une vraie nécessité, en fait. Je me serais j'aurais eu l'impression de quelque chose d'un peu fake, en quelque sorte, si j'écrivais un livre sur les secrets de famille en inventant de toutes pièces un secret de famille dans une famille. Enfin, c'est pas ma façon de procéder. Moi, c'est vrai que ma façon de procéder, il y a d'abord un choc que je ressens, il y a la traversée d'une émotion ou d'un sentiment, là, en l'occurrence oui, un peu de révolte devant ce silence familial, de ce silence collectif. Et donc, dans émotion, pour moi, il y a le mot, il y a motion, il y a mouvement. Et donc, moi, il faut qu'il y ait une émotion au départ. L'émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Ça nous émeut, mais ça nous meut aussi. Enfin, ça nous bouscule. Et toujours, moi, dans mes personnages, au début, ils sont bousculés au début du livre. Et ils perdent leur équilibre. Il y a quelque chose qui vient briser l'ordre de leur calme, le calme qui était le leur, l'équilibre qui était le leur jusque-là. Et ils doivent inventer un nouvel équilibre. Et moi, ça se passe comme ça aussi, l'écriture du livre. En fait, je pars de situations qui, pour moi, ont été des moments de profond déséquilibre, en fait. Et, et après, je fais une fiction, enfin, mais voilà, le déclencheur, c'est ça. Donc là, j'ai choisi de partir de deux équilibres vécus. Simon, il est à la fois en train de se séparer comme moi, j'étais en train de me séparer, et il fait face à la question d'un secret familial. Moi, je me suis trouvé à faire face à ces deux choses-là, pas du tout au même moment. Dans la fiction, Simon, il se retrouve en plus en but à ces deux choses-là au même moment. Moi, ça c'est la fiction. J'ai pas vécu ça du tout au même moment. Il y a à peu près 5 ans d'écart dans la vraie vie entre les deux. Mais je décide pour un livre, c'est toujours comme un condensé d'intensité, un condensé de nœuds. Et donc là, je mets deux nœuds, deux épreuves en même temps. En fait, je les agglomère, je les condense. Et ça, pour que Simon, il ait à traverser une sorte de zone de turbulence maximale, en fait. Je crois que, Éléonore, justement, quand on a parlé du livre après l'avoir lu toutes les deux, j'ai l'impression que c'était aussi quelque chose qui t'avait marqué, cette double turbulence. Ouais, c'était un. Enfin, j'ai trouvé que vraiment, ouais, le héros est vraiment ultra vulnérable à ce moment-là, et je crois que c'est ça qu'on a toutes les deux aussi aimé dans ce livre, c'est que la façon dont c'était écrit, la façon dont les histoires se mêlaient. Enfin, j'ai l'impression que, ouais, il y a ce secret de famille, il y a un peu cette histoire d'être un carrefour aussi, d'être à la fois, enfin, voilà, de devoir un peu réfléchir à comment on fait famille, qui fait famille. Est-ce que c'est un enfant de notre grand-père ou est-ce que c'est notre oncle qu'on n'a pas connu? Qu'est-ce qui fait que c'est plus l'un ou l'autre? Enfin, ouais, c'est vrai que je pense que c'est des thèmes. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé le parallèle enfin, le parallèle, ouais, la situation justement dans laquelle se retrouve Simon et ouais, cette zone de carrefour en fait, je pense carrément. Et justement, enfin, c'était pour le mettre dans cette situation que tu as mis en parallèle les deux ou c'était vraiment pour cette histoire de nœuds ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Est-ce que t'aurais eu envie de rajouter d'autres nœuds auquel confronter Simon. Non, c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment cette envie d'un personnage à un carrefour, en fait. Donc, je me suis dit, au début, il n'y avait pas l'histoire de la séparation, et puis je l'ai rajouté. Je me suis dit, en fait, je vais envoyer en plus Simon dans cette situation-là, dans cette épreuve-là supplémentaire, avec l'idée que ça allait faire écho, bien sûr, parce il a sa propre famille. Enfin, il découvre un secret lié à la famille de ses ascendants, en quelque sorte, ses grands-parents, ses parents, enfin, au moment où sa propre famille à lui, avec ses enfants, est en train d'exploser. Donc, les deux se font écho et ça fait un séisme plus violent. Enfin, la terre tremble de toutes parts pour lui, quoi. Voilà. Et bien sûr, dans les deux cas, ça pose la question des liens père-fils, lui avec ses propres enfants, le grand-père avec son fils caché. Donc je me disais, il y aura des échos, mais c'est vrai que j'avais envie de cette situation de carrefour. J'aime les personnages de narrateurs qui sont dans cette situation de vulnérabilité. Vous parliez toutes les deux de vulnérabilité. Pour moi, c'est très important parce que ça fait des personnages qui sont du coup qui sont comme des foyers de questions, des foyers d'interrogation, qui sont en plein vacillement
et donc dans une hypersensibilité, une hyper réceptivité à tout ce qui leur arrive. Et ça, c'est intéressant toujours d'un point de vue romanesque, parce que ça, voilà, plus le personnage est sensible, plus il reçoit fort tout ce qui lui arrive, plus pour moi c'est intense en termes d'écriture, en termes de, voilà, ça fait une traversée plus. Pour moi, la littérature, elle est toujours du côté de l'expérience de la vie, d'essayer de raconter des situations de la vie et de les raconter avec le plus d'acuité possible, en fait, avec le plus de. C'est raconter, voilà, qu'est-ce que c'est que se séparer, dans quel état on est, qu'est-ce que c'est qu'affronter sa famille, mais très concrètement, qu'est-ce que ça nous fait, dans quelle émotion ça nous plonge, qu'est-ce que c'est que se faire engueuler par sa grand-mère, qu'est-ce que c'est que désobéir, avoir un peu la trouille d'être en train d'enfreindre les interdits qui ont été posés par tout l'ordre familial. Qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que le mélange d'exaltation et en même temps de flip, quoi. Je vais dire, il y a les deux, d'inquiétude de ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est que la peur d'être mis au banc, d'être mis à la marge par sa famille. Et donc tout ça, pour le raconter, moi j'ai envie de le raconter très concrètement sans faire des phrases abstraites là-dessus. J'ai envie qu'on reconnaisse, en fait. Pour moi, la littérature, c'est quand on reconnaît des choses qu'on a vécues. En fait, c'est ça que j'aime, moi, le lecteur. En fait, c'est quand je me dis, ah oui, la vie, c'est ça, c'est ça quand on est triste parce qu'on s'est séparé, c'est ça, ou quand on a froid, j'en sais rien, n'importe, ou quand on est heureux, quand on est amoureux, c'est ça, quand on est le désir, c'est ça. C'est ça que j'aime lire dans les livres. Et sans que ça soit des vérités générales, c'est plutôt des choses du côté de la sensation, de ce qu'on ressent, en fait. Et évidemment, c'est plus, je peux davantage m'aventurer dans la tentative de raconter ça si jamais j'ai un narrateur qui est très très sensible, qui est en hyper vulnérabilité, en hyper réceptivité. Donc voilà, là j'avais envie d'un Simon qui soit comme ça. Je crois que moi, c'est ce que j'ai probablement préféré dans le livre. Bon, mon podcast s'appelle La page sensible, c'est pas pour rien. Je l'ai trouvé très, très touchant, ce narrateur. Et puis, effectivement, ça m'a fait. J'ai vraiment aimé aussi, j'ai senti cette espèce de sincérité dans l'écriture. Pas forcément sincérité au sens de raconter des choses vraies, ça, à la limite, on s'en fiche. Mais oui, de sentir que l'émotion, elle est sincère. Par exemple, je pense à la scène où tu parles des repas de famille et où on sent que ça gronde sous la surface et qu'à tout moment, ça peut partir. Et moi, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai, pourquoi, depuis, je repense au fait, je me dis, mais pourquoi j'ai si peu de patience avec ma propre famille? C'est-à-dire que la moindre réflexion que je vais trouver légèrement, je sais pas, par exemple, sexiste, je vais partir au quart de tour d'une façon dont je réagirais pas avec des gens qui sont pas de ma famille, par exemple. C'est un exemple, mais ouais, donc voilà. Ça, pour dire que justement, il y avait des moments où je sentais que l'émotion, la chose dont ça parlait, c'était un petit détail de la vie, mais oui, vous parle à un niveau intime potentiellement. Mais je suis ravi de ça parce que c'est ce que j'espère. En fait, voilà, c'est ce que tu racontes de notre, oui, de notre irascibilité plus grande dans notre famille. Moi, je le ressens aussi très fort. Et donc, je me dis, et c'est vrai que c'est un livre là-dessus ce que c'est que faire. Tu disais ça aussi, Éléonore, ou je sais pas ce que c'est que faire famille en quelque sorte. Enfin voilà. Et tu disais, Marion, quelque chose. Tu sais, tu parlais de la sincérité. Moi, ça, j'y crois beaucoup à ce mot. Tu disais, c'est pas forcément raconter des choses vraies. Et je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que, en fait, moi, assez vite, je me suis dit, la question n'est pas tellement d'exposer des choses vraies de ma famille. C'est pas, en fait, parce que ça, les faits, il y a des fois des faits de la vraie vie, quand on les raconte, ils n'ont pas l'air vrais, tellement ils sont énormes. Et parfois, des faits complètement imaginaires, et ben, ils peuvent avoir l'air vrais. Donc, on sait bien que la, la, la vérité dans l'ordre de la vie réelle, cette vérité-là, elle n'a pas grand-chose à voir avec la vérité romanesque. Moi, ce que j'espère, en fait, ce que j'essaie de faire dans les livres, ce que j'aime, en tout cas moi aussi comme lecteur, c'est quand ça sonne juste. On se dit, oui, c'est la vie, elle est comme ça. Et donc ça, c'est la vérité dans l'ordre de l'histoire qu'on est en train de raconter, que l'histoire, elle est l'air vraie. Et ça, pour moi, ça tient à une sorte de justesse de la façon dont on raconte. Et je pense que ça, au fond, ça a à voir avec la sincérité, en fait, de ce qu'on essaie de raconter. Et oui, voilà, cette vérité-là, la vérité des histoires, elle est effectivement pas la même que le fait que c'est une autre question que de savoir si ça a eu lieu ou pas dans la vraie vie, en fait. C'est vraiment autre chose, c'est une autre vérité. Et finalement, c'est peut-être pas si intéressant de savoir si ça a lieu en vrai ou pas. Ce qui compte, Exactement. c'est que sur le moment, on y a cru et qu'on était dedans, quoi. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai fait cette expérience souvent
parce que du coup, je m'essaye moi-même à l'écriture romanesque. Et du coup, j'ai des personnes qui disent que j'écris. Et souvent, quand on me dit, ah bah ça, on n'y croit pas, et bien très souvent, c'est parce que j'ai pris quelque chose de la vraie vie et que je l'ai Ah mis. ouais, Et qu'en fait, c'est pas organique dans l'histoire. Ça existe dans la vraie vie, mais c'est pas pour ça qu'il y a de la véracité dans le cadre de l'écriture. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, ah, c'est vrai, j'ai encore fait ça. Non, mais et tu disais le mot organique, et ça, voilà, je crois que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le texte, avec ce qu'on a mis en place, qu'on a raconté des personnages, il y a des choses qui peuvent arriver dans le texte, avec son organicité. Effectivement, là, il y a des choses, ça peut arriver dans l'ordre du texte, tel qu'on l'a commencé, avec ce qu'on a dit des personnages, ça peut arriver. Et certaines choses, donc si on fait un copier-coller de la vie à ce moment-là dans le livre, et ben non, ça peut pas. Le texte ne permet pas que ça arrive dans sa logique propre. Mais oui, moi je crois beaucoup que c'est comme un être vivant. Enfin, que tu disais organique, ça m'évoque un peu un organisme. Et donc au bout d'un moment, le texte, il a sa propre vie, quoi, voilà. Mm. Et dans cette vie-là, certaines choses peuvent arriver, d'autres non. Ah Je suis oui, complètement d'accord. Ouais. ah, ça me parle beaucoup. Super. Et ben, moi je sais pas, Elona, si tu as plus de questions sur l'histoire. Moi, après, j'ai une petite question un peu technique. Plus, je sais pas si tu voulais Non, moi c'est bon. Après, sur le fond. ouais. Non, Ok. sur le fond, je suis très bien. Ok. On a toutes les deux été très intriguées de constater, je suis sûre que c'est une question qu'on te pose souvent, de constater qu'il n'y a pas de ponctuation dans les dialogues. Et j'étais très curieuse de savoir comment t'en es arrivé là, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais tester, je vais peut-être pas mettre de tirer. Est-ce que ça s'est fait petit à petit ou un jour tu t'es dit, il y en a marre ou est-ce que tu l'as vu chez un autre auteur ou autrice? Mais non, mais merci de cette question parce que c'est vrai que là, c'est des questions d'écriture là assez précises et tout, et je trouve ça chouette de parler de ça. Alors, en fait, il y a plein de raisons à ça. Déjà, il y a une chose que je fais et qui, je crois, est assez courante maintenant en littérature contemporaine, c'est de pas effectivement pas mettre de tirets Hmm. ou de guillemets, de pas trop signaler les dialogues, de pas les traiter différemment du reste du récit, en fait. C'est-à-dire que moi, je vais juste à la ligne, il y a un personnage qui parle. Et c'est pas, il n'y a pas de clignotant, en quelque sorte, pour commencer le dialogue, comme dans des livres plus anciens ou plus classiques, où on voit à l'avance qu'à la page suivante, des personnages vont parler. Ça, j'aime pas, parce que j'ai l'impression que parfois, on peut aller d'un dialogue à l'autre en sautant le reste du livre et on voit à peu près ce qui se passe. Hmm. À ce moment-là, j'ai l'impression que enfin, cette conduite-là du récit, elle m'intéresse pas trop, parce que moi, je trouve que dans la vraie vie, on ne sait pas à l'avance que tout à l'heure, quelqu'un va parler. J'ai envie qu'on lise un peu à ras du texte, en découvrant petit à petit ce qui est en train de se passer. Et si on met pas de tirets et de guillemets, il y a quelque chose même, au début, il y a une petite opération mentale, on a un peu de retard quand on lit, il faut se dire, ah oui, ah ben là, c'est quelqu'un qui est en train de parler. En fait, la nature de ce que je suis en train de lire a changé. C'est plus du récit, là, tout d'un coup, il y a du dialogue. Et j'aime cet effet de déchiffrement un peu qu'on doit faire en tant que lecteur, parce que ça, pour moi, ça ressemble à la vraie vie, en fait. Tout d'un coup, ah, quelqu'un a parlé, on doit écouter. Et Ouais. ça, je crois que c'est assez. Il y a ça dans beaucoup de livres plus contemporains, parce que on marque de moins en moins le dialogue. Après, moi, c'est vrai que je fais aussi quelque chose dont tu parlais, qui est à l'intérieur du dialogue, je mets peu de ponctuation, peu de virgules, je mets pas de points d'exclamation, très, très peu de points d'interrogation si c'est une question. Et ça, c'est encore autre chose. Il y a des auteurs qui font ça, et ça m'avait marqué. Chez Faulkner, par exemple, chez Claude Simon, en fait, j'avais constaté que chez eux, ça laisse une sorte d'étrangeté au dialogue, en fait. Ça fait qu'on est obligé, nous, lecteurs, de faire sonner un peu les mots Hmm. dans notre oreille, de se les dire à voix haute presque, on doit mettre de la ponctuation, nous, et pour moi, ça reproduit un peu quelque chose qui est dans la vie. On écoute ce qui vient de nous être dit, et il y a d'abord quelque chose d'un peu indécidable sur ce qui vient de nous être dit. On n'est pas sûr. Des fois, on demande, c'est une question ou c'est pas une question? Ouais. Euh, euh, et là, c'est pareil. Des fois, je m'arrange pour que on puisse savoir qui a parlé, mais que ça soit pas immédiat, qu'il faille un peu se demander, qu'il y a un tout petit peu de flottement. Et dans la vie, il y a ça. Il y a toujours la possibilité d'un malentendu. Il y a une petite hésitation en face de l'énoncé. Et moi, j'aime qu'on soit un peu devant le texte, comme un tout petit peu en déchiffrement, avec le même risque de malentendu, la même incertitude un peu de l'énoncé. Et je pense que le fait de pas trop ponctuer, ça fait que machinalement, on oralise davantage, nous, en tant que lecteur.
on met le ton. En fait, on se demande, ah oui, d'accord, il a dit ça comme ça sonne comme ça. Bon, donc c'est une question. Je crois que ça nous rend plus acteurs. Je sais pas si c'est ce que tu as ressenti, toi, en le lisant, c'est ce que vous avez ressenti. Je sais pas. Je sais pas ce que ça vous faisait comme effet. Oui, oui, moi justement, j'allais utiliser ce mot-là de acteur, actrice. Enfin, ça me fait penser aussi au fait à une autre chose que moi j'aime bien trouver dans les livres, c'est quand on ne dit pas, quand on n'était pas en train de me dire ce qui se passe, mais qu'on me le montre, le show don't tell des Non. Américains. Je trouve ça j'aime beaucoup et je pense que ça, pour moi, c'est dans la même mouvance, c'est-à-dire oui, de nous dire, de nous faire faire le travail et finalement. Alors j'avais lu quelque part que, en fait, quand on lit, il se passe des choses dans notre cerveau qui se passent pas, par exemple, quand on regarde un film, parce que justement, c'est vraiment nous qui fabriquons les images, les émotions, et que c'est très très proche, en fait, neurologiquement, de si on vivait la situation en vrai. Et là, je pense que ça doit faire quelque chose comme ça. Ça doit être très proche de si on vivait cette conversation en vrai. Et je pense qu'il doit se passer un truc dans notre cerveau, effectivement, de plus complexe, une couche de plus, ouais. Mm. Non, mais je suis infiniment d'accord avec ce que tu dis. Et ce que tu disais là de show don't tell, je connaissais pas Ouais. l'expression. Ouais, j'aime bien cette Mais, expression. non, mais c'est exactement. Moi, c'est un principe pour moi vraiment fondamental en écriture. Enfin, parce que ça, c'est moi, si un livre me raconte le caractère des personnages ou qui sont drôles, qui sont intelligents, vifs, je sais pas quoi et tout, je m'enfuis quoi. Enfin, dans la vie, on se balade pas avec une étiquette qui dit alors nos traits de caractère à chacun. Enfin, et si ce qu'on va faire, c'est un bon acte ou un mauvais acte, je sais pas. Enfin, on est devant les autres comme devant des énigmes. En fait, on les voit, ils disent des phrases, ils posent des actes, et pour moi, on doit être dans le roman, on doit être comme devant la vraie vie, en fait, exactement. Enfin, c'est-à-dire que Mm. moi, il y a juste, par exemple, voilà, on entend un personnage qui dit une phrase, et on doit se faire notre idée de la raison pour laquelle il dit ça, de ce que ça provoque, de ce que ça déplace de la situation, de ce que ça ouvre comme question. Et voilà, j'ai vraiment envie que, oui, on soit devant le réel raconté comme devant le réel vécu avec, et sans cesse, les autres, ils sont devant nous comme des blocs de mystère un peu aussi, avec des choses qu'ils essaient de nous dire, qu'on comprend ou qu'on comprend pas, qui les dévoilent, mais qui en même temps, à leur insu, parfois, continuent de cacher énormément de choses d'eux-mêmes, parce que les choses sont pas claires pour eux-mêmes, en fait. On n'est déjà pas transparent à nous-mêmes, donc autrui, il nous est sacrément opaque. Et ça, moi, je tiens à ça. Pour moi, c'est ça qui fait qu'il y a des histoires, c'est que jamais on sait complètement le fin mot des histoires. Et c'est pareil dans les dénouements, moi j'aime que ça reste ouvert. Je crois pas que tout d'un coup à la fin on va apprendre le fin mot de l'histoire de cet enfant caché, et tout savoir de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu. Non, c'est pas vrai, dans la vie on sait jamais. Même Mm. on a beau parler pendant des heures, et tu vois, tu disais que tu avais parlé avec ta grand-mère, qu'elle t'avait raconté des choses et tout, mais on peut parler pendant des heures, essayer de se raconter plus de choses. À chaque fois, à la fois, on réduit un peu le mystère, mais on l'épaissit aussi parce que on en recrée, quoi. Voilà. C'était plus de questions que de réponses, comme m'a dit ma Voilà. grand-mère, hein. Beaucoup plus de Ça, j'en suis questions. convaincu. Elle me Euh, parlait de tous les secrets qu'elle n'avait pas résolus et sur lesquels elle se posait des questions. et toi, tu t'en posais encore plus à la Bah, fin du qu'au coup, début. Voilà, ah oui, ça fait voilà. cogiter, hein. Voilà, Mm. c'est ça. Et ça, j'y crois beaucoup. Je trouve que c'est chouette, en fait, que quand un livre, on le referme et qu'on est finalement avec plus de questions, ça nous rend encore plus actifs, quoi. Voilà. Je pense que l'idée, c'est plutôt de déguiser nos questions, d'approfondir le vertige qu'on a de la vie, on a tous un besoin de sens, en fait. On a besoin de donner sens aux choses, mais en fait, il n'y a jamais de sens ultime. On peut que s'interroger toujours plus sur le sens. Ça m'intéresse, moi, de m'interroger sur le sens, mais en revanche, la réponse, je crois pas aux histoires où à la fin, on a une belle leçon ça y est, qui nous explique la vie. Je crois pas. Si on a un truc à apprendre, à mon avis, c'est que toujours ça nous résistera, toujours ça se dérobera. Moi, ça m'a beaucoup surpris cette histoire de dialogue sans ponctuation. Je pense qu'en plus, comme j'ai tendance à lire très très vite, en fait, au début, j'ai dû m'obliger à ralentir parce que ouais, j'étais en mode genre, et du coup, quand tu dis cette histoire de lire à ras du texte, je vois très bien ce que tu veux dire parce qu'effectivement, ça m'a un peu obligé à ralentir et à me mettre dedans pour apprécier et comprendre l'histoire en fait, tout simplement. Donc, je pense que j'ai eu un petit problème de démarrage au début où je me suis dit mais est-ce que c'est moi qui vois pas le truc? Est-ce qu'il y a eu un problème de typo? Enfin, c'était vraiment, je me suis posé beaucoup de questions au début et en fait, non, je vois très bien. Du coup, l'effet fonctionne très bien de lire à ras du texte, etc. Et j'ai beaucoup
j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Donc ça m'a permis de bien me mettre dedans, je pense aussi, voilà, de réfléchir à ça, de voir les dialogues qui sont cachés de temps en temps, un peu, parce que tu dis que tu vas à la ligne, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des fois où c'est pas le cas. Oui, parfois, oui, oui, quand il y a De temps en temps, c'était pas le cas. De temps en temps, il y avait un dialogue, je faisais, là, il a ouais. parlé là. Oui. Voilà. Du coup, je trouvais ça rigolo. Et moi, j'aurais une autre question sur l'écriture. C'était, est-ce que tu écris dans l'ordre? Parce que, bah, par exemple, avec Marion, on a parlé du fait qu'on trouvait que le prologue était très différent du reste du livre. Et on s'est dit, bah, moi, je me demande, est-ce que tu l'as écrit avant? Est-ce que tu l'as écrit après? Et est-ce qu'en fait, tout simplement, tu écris tous tes chapitres dans l'ordre? Ou est-ce que tu te laisses un peu, justement, comme tu disais que tu écrivais un peu ce que tu avais envie d'écrire à ce moment-là, enfin voilà, qu'il y avait un truc un peu de qu'est-ce qui sort ce jour-là, est-ce que ça sort dans l'ordre du roman? Alors, ouais, vous avez parfaitement senti les choses parce que le livre, il est écrit tout entier dans l'ordre, sauf le prologue, effectivement, qui est écrit Ok. après. Ah Et, ouais. Ouais. mais moi, j'écris dans l'ordre. Ouais, j'écris dans l'ordre, c'est-à-dire que j'ai besoin, un peu pour les raisons que tu disais, Marion, là, cette envie que ce soit organique. En fait, ça avance, ça se construit petit à petit, ça se tisse vraiment là ouais, comme un tissu vivant, en fait. Et donc, je peux je peux pas tisser un pan du livre interviendra que dans 100 pages parce que je sais pas du tout à ce moment-là de quoi sera faite la matière du texte et tout. Donc, j'ai vraiment besoin d'avancer, de tisser petit à petit. Je tisse, j'avance. Et ça, j'écris toujours tous les livres, je les ai écrits du début vers la fin, comme ça, sans. Et après, en revanche, une fois que c'est terminé, je coupe des choses, j'enlève des choses, je fais des raccords, mais vraiment, le mouvement, pour moi, c'est comme une poussée, c'est organique aussi au sens ouais, d'une plante, de quelque chose qu'on fait pousser, qu'on accompagne, qu'on regarde grandir au fur et à mesure et on vit avec sa croissance pendant des mois. Et j'ai souvent l'idée je sais un peu comment j'aimerais que ça se termine, mais je sais pas comment je vais arriver à cet endroit, en fait. Donc, il y a aussi quelque chose un peu d'une sorte oui, de traverser, comme s'il fallait passer sous des. Là, je vois je fais pas beaucoup de ski, mais derrière toi, je vois J'ai Beldon derrière moi. il y a quelques passages obligés. À la fin, on doit passer sous une porte quand même. Et donc, on ne sait pas quel chemin on va trouver. C'est comme si on faisait du hors-piste, mais à la fin, on sait qu'il faut finir là-bas. Et donc, on cherche un chemin vers là-bas. Mais donc ça, on peut pas se retrouver tout d'un coup, se projeter à un point ultérieur du chemin parce qu'on ne sait pas quel sera le chemin. Mais c'est vrai que là, ça a pu m'arriver parfois de décider que le premier chapitre sera pas le premier chapitre. En fait, parfois j'ai supprimé le premier chapitre et je commençais qu'au deuxième. Là, j'ai décidé de créer un prologue en me disant, je veux poser cette scène qui est comme la scène un peu, la scène où tout commence en fait, la scène où cet enfant est conçu, qui est une scène un peu inatteignable, impossible à se représenter. Je me suis dit, allez, je vais essayer de jouer le jeu Bah, de la fiction, du coup. ouais, de la fiction pure. Et en même temps, en disant très vite que ça n'est Mm. tout ça n'est qu'une sorte de scène en costume absolument imaginaire. Tout de suite, je casse le prologue en fait en disant, mais j'en sais rien en fait. J'essaie de jouer le jeu du roman historique, mais je sais pas en fait. Et je refuse aussi ce jeu parce que ce serait trop. Là, pour le coup, c'est trop. Ça essaie de faire croire que je sais alors que je sais pas. Pour moi, c'est important que la fiction, quand elle fictionne complètement, qu'elle s'avoue comme fiction. Voilà. Bah, on revient à la sincérité, hein. Oui, voilà, on revient à la sincérité. C'est exactement ce que Mm. tu dis. Ouais, exactement. Et j'adore les livres de pure fiction, mais à ce moment-là, il y a quelque chose. J'adore quand ils sont exubérants, c'est de la fiction tellement débridée, tellement folle que c'est comme si on jouait. J'adore les livres, je sais pas, de Garcia Marquez, un Finlandais qui s'appelle non, c'est son héros qui s'appelle Vatanen, Pasilina, Arto Pasilina, qui est complètement délirant, le lièvre de Vatanen. Mais en fait, c'est comme un conteur qui nous raconte des histoires tellement énormes qu'il y a un pacte avec lui, que bien sûr, on s'amuse à se raconter des histoires à coucher dehors qui sont pas des. Et donc, là, il y a encore une forme de sincérité dans l'excès. En fait, on avoue que tout ça, c'est du conte pour s'amuser, en fait, et on en fait des caisses. À ce moment-là, on y va, on en fait des caisses. J'ai écrit un livre un peu comme ça qui en fait des caisses, c'est L'affaire furtif. C'est une fiction un peu déjantée, un peu débridée, où ça tient pas debout, mais on le sait, on s'amuse que ça tienne pas debout et on y va. Mais quand on est dans le faire croire, dans la vraie illusion, à ce moment-là, moi, j'ai besoin que ce soit enfin, qu'il y ait quelque chose il y a une nécessité très forte, un lien avec le réel très fort. Mm. Voilà, ouais. Qui est de la sincérité, quoi.
une raison à cette fiction. Voilà. Ce sera le mot-clé de cette interview. Moi, je pourrais continuer à te poser des questions pendant des heures sur comment tu écris tout ça, mais je vois qu'il faut qu'on s'arrête là-dessus. Mais je crois, Éléonore, que tu avais des questions plus à Sylvain le lecteur. Tout à fait. Et en plus, ça fait une très bonne transition avec ce que tu disais avant, vu que tu commençais à citer des livres. Du coup, j'avais 3 petites questions. La première, c'était, est-ce qu'il y a un livre qui t'a inspiré pour L'enfant dans le taxi, précisément? Pour ce livre-là, il n'y en a pas auquel je pense tout de suite. Je réfléchis. Pas pour ce livre-là. Pardon, je réfléchis très vite, mais j'en ai lu plein des livres qui avaient un peu à voir avec cette question des enfants franco-allemands, avec la question de la. Il y a un très beau livre de Marie Chaix, Chaix, qui s'appelle Les lauriers du lac de Constance. C'est un livre sur la collaboration au bord du lac de Constance. C'est encore un peu une autre histoire. Enfin, c'est Ça marche aussi pour le thème et l'atmosphère autour du lac de Constance. voilà, j'ai lu ce livre-là, mais il y en a plein que j'ai lu il y a un très 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 grand livre extraordinaire, mais qui est là un vrai livre d'enquête familiale. C'est Les Disparus de Mendelssohn. C'est extraordinaire, c'est vraiment un immense livre. J'ai relu un peu à cette occasion, mais là mais c'est un livre bouleversant, extraordinaire qui est une vraie enquête. Là, pour le coup, il va retrouver tous les membres de sa famille ayant été en grande partie exterminée au moment de la Shoah, et il va retrouver ceux qui restent, et pour faire une enquête sur ceux qui sont disparus. Donc il retourne, la famille étant un peu éclatée dans le monde entier, il retourne voir ceux qui vivent toujours, il retourne dans le village d'où se sont enfuis ceux qui ont survécu, mais le village où ont été exterminés tous les autres. C'est bouleversant, c'est extraordinaire, mais c'est pas, je peux pas dire du tout que c'est un livre qui m'est inspiré, parce que enfin, précisément, moi j'ai fait une fiction, je suis pas dans l'ordre de la vraie enquête familiale, c'est une fausse enquête familiale. À la fois j'ai enquêté, mais j'ai tout déplacé, l'enjeu du livre, c'est beaucoup moins d'établir des faits sur cet enfant que de raconter le secret dans la famille. Donc je sais pas comment dire, c'est des grands livres qui m'ont énormément marqué, mais voilà, je peux pas dire que j'ai pensé à eux. Ça répond même à 2 questions en une, parce que ma deuxième question, c'était un livre sur le thème. Donc, tu vois, là, on a déjà deux suggestions de lecture pour les auditeurs ou les auditrices qui auraient envie voilà, de lire un peu quelque chose dans la même veine ou avec un thème un peu proche, donc soit sur l'enquête, soit sur la collaboration, ou en tout cas, voilà, le lac de Constance. Et en fait, bah voilà, ma dernière question, ça serait, est-ce que tu as eu un coup de cœur récemment, que tu as à tout prix envie de nous partager et voilà, tu as envie que tout le monde lise? Et ben là, j'ai envie de dire que il faut lire le livre d'Emma Doud, Van Trostdijk. Son nom est dur à prononcer, mais c'est un premier roman qui vient de paraître chez Minuit et qui est magnifique, une écrivaine qui a, je sais pas son âge, mais je crois elle a 23, 24 ans, enfin. Et c'est un livre extraordinaire. Ça s'appelle Ceux qui appartiennent au jour. Et c'est un livre sur sa famille, en fait, un peu. Et elle est d'une famille de pasteurs d'origine néerlandaise. Et donc, ça se passe dans un monde qui est très singulier. Voilà, un monde où très, très traversé par la question de la foi. Et on voit, ce qui est bouleversant, c'est un livre écrit par fragments, comme ça. On voit à chaque fois, c'est des scènes très, très concrètes où on voit les hommes de sa famille qui, de père en fils, sont pasteurs. Le grand-père l'était, le père l'était, le fils est en train de le devenir. Et on voit tous ces hommes qui, en fait, alors même qu'ils sont censés prêcher la foi, avoir la foi eux-mêmes, eh ben, ils sont tous en train de s'effondrer. Curieusement, ils perdent tous la mémoire. Donc, c'est tous les hommes de la famille, la figure des figures viriles, paternelles, grand-paternelles, qui s'effritent, s'effondrent sous le regard des femmes, en fait. Et il y a quelque chose de très, très bouleversant, parce la narratrice prend soin elle est à la fois dans le constat de ce délitement, mais c'est un livre aussi sur la mémoire qui s'en va, le fait enfin, c'est très très beau, parce que c'est des hommes qui s'effondrent un peu sous notre regard, alors même que c'est ceux qui sont censés galvaniser tout le monde, leur donner la foi, prêcher, et c'est beau, c'est les femmes qui font tenir cette famille, et elle a un regard magnifique, très 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 doux, très tendre, et en même temps assez bouleversé sur ces hommes, en fait, voilà, les hommes de sa famille un peu, voilà. Et ceux qui appartiennent toujours, c'est parce que c'est la traduction d'une expression en néerlandais, enfin voilà, ouais, voilà, c'est proche aussi du nom de sa famille à elle, en fait, voilà.
Bah, du coup, on pourra mettre tout ça en description, mais ça Oui, donne oui. bien envie. Enfin, voilà, ça donne très envie de le lire. Des petits chapitres d'une page et demie chaque fois, chaque fois c'est une scène en fait. Pour moi, c'est aussi une leçon d'écriture par rapport au fait d'être dans le concret en fait. Elle dit rien de tout ça, tout ce que je vous dis là sur le fait que. Mais par contre, on le constate petit à petit, on le comprend petit à petit. À force, on voit à chaque fois un personnage masculin en situation et puis un autre et puis un autre. Et c'est nous petit à petit, on se raconte tout ça, tout ce que je viens de dire. Mais à aucun moment c'est énoncé ça. C'est vraiment une leçon de don't. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu disais? Show, don't tell. Show, don't tell. Show, don't tell. Oui, c'est génial cette recommandation que tu nous fais parce que c'est vrai que je trouve qu'elle reboucle un peu beaucoup de choses dont on a parlé dans l'interview, que ce soit le fait d'incarner les choses, et puis bon, quand même la question de la famille hein, qui est très présente. Ah oui, c'est vrai. Excellent. Bah, je sais pas, Éléonore, du coup, si tu avais d'autres petites questions de Non, du lecture. coup, c'est bon pour moi. Et Super. bah, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. J'étais ravi d'échanger avec vous et je suis ravi qu'on ait Nous autant aussi. parlé d'écriture. Rare de parler C'est le autant but. de toutes les coulisses du travail. Et ça, c'est super. J'en suis très content. Merci beaucoup. Bah, merci. Bah, de toute façon, on se voit au printemps du livre, a Eh priori. ben oui, bientôt. Ouais, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup à vous deux et plein de bonnes choses à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, Sylvain. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 31 de la page sensible jusqu'au bout. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette interview avec Sylvain Prudhomme et la croqueuse de livres que moi j'en ai eu à l'enregistrer. Je sais pas si vous aurez l'occasion de vous joindre à nous lors du printemps du livre de Grenoble, en tout cas c'est entre les 3 et 7 avril 2024. Et si c'est le cas, venez nous faire un coucou et n'hésitez pas à me prévenir de votre venue. Vous pouvez le faire avec un commentaire sur le blog ou sur Instagram, @lapage-sensible tout attaché. Je vous recommande également de filer écouter la mini-chronique qu'Éléonore a faite sur l'enfant dans le taxi, parce que dans son podcast, elle fait toujours des mini-chroniques de 5 minutes. Ça permet vraiment de se plonger dans l'ambiance d'un livre en quelques minutes. Et elle est sortie en même temps que cette interview, donc voilà, une fois de plus, toutes les infos dans la description du podcast. Par ailleurs, pour connaître les coulisses de la page sensible et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode qui sortira début avril et qui sera également une interview à 3 voix avec Éléonore et une autrice invitée au printemps du livre. Il s'agira cette fois de Julia Mali, dont le roman historique La Louisiane, tout récemment paru en France et aux États-Unis de façon quasi simultanée, fait déjà beaucoup de bruit. On y parlera d'écriture à la française et à l'américaine, de la différence entre traduction et réécriture, et de ce que ça fait de savoir que son roman à peine sorti est déjà en cours d'adaptation en série. Le rêve. Je vous dis donc à très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.